Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Êtes-vous prête à faire ce grand voyage vers l'inconnu auquel nous a invité ce générique merveilleux? Voilà, exactement. Alors, nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode d'Immigration, l'histoire des Aliotes. Et nous parlons aujourd'hui, nous continuons, nous sommes dans la seconde partie, de la troisième alia. Ce qu'on a appelé la troisième alia, c'est-à-dire l'alia qui a eu lieu, l'alia des Juifs en terre d'Israël, qui a eu lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale et surtout qui a fait suite à la déclaration de Balfour de 1917 qui a établi un foyer national juif en Palestine. Voilà, qui promet l'établissement et qui en plus, ce qui est important de rappeler, c'est que maintenant nous sommes sous mandat britannique. We speak English. Voilà, on est sous mandat britannique. On a rappelé la dernière fois par quel tout ce qui s'était passé pendant la guerre et à quel point la Palestine avait été un enjeu important. Eve est en train de vous inviter à aller regarder les podcasts et à aller voir ce qui s'est passé au dernier épisode. Écoutez-nous pour poursuivre. Donc on arrive aujourd'hui au lendemain de cette déclaration de Balfour on est au lendemain de cette déclaration de Balfour. On a en fait une opposition qui est de plus en plus grandissante en Eretz Israël, des populations arabes. Et on a aussi, quand la déclaration de Balfour est faite, la déclaration de Balfour en 1917, elle inclut les deux rives du Jourdain. Et puis en 1922, on décide de détacher le territoire qui aujourd'hui est la Jordanie pour la création en fait d'un État arabe. Donc on aurait à droite du Jourdain un État arabe et à gauche du Jourdain un État juif. Voilà, c'est une décision des Anglais qui est destinée à rassurer les nationalistes arabes. N'empêche que l'ambiance en terre d'Israël va commencer à devenir de plus en plus compliqué entre, vous l'aviez dit, les populations arabes et les populations juives sur place. Alors, il faut rappeler aussi qu'à cette époque, on a une immigration qui est de plus en plus importante, puisque le mouvement sioniste continue. Au même moment, on a... Continue et renforcé, bien sûr, par cette déclaration de Balfour, où les gens qui souffrent de plus en plus en Europe de l'Est se sentent d'autant plus légitime à venir rejoindre la future terre d'Israël. Et puis on a aussi, il faut rappeler qu'on a l'Empire russe qui lui est devenu un empire communiste, donc on a véritablement une alia, une immigration juive de masse, et on a aussi, il faut rappeler que pendant la seconde alia, deuxième alia, on avait beaucoup d'institutions nationales qui avaient été qui ont été construites, et donc là en fait on a ces institutions, on va les utiliser. Donc on a une population juive qui a passé de 83 000 à la fin de 1918 à 164 000 en 1930, donc on a doublé les nombres. Oui, alors avant d'arriver en 1930, parce que cette troisième alia, elle va s'arrêter en 23. Durant cette troisième alia entre 1919 et 1923, en seulement 4 ans, donc 35 000 juifs, là encore essentiellement en provenance d'Europe de l'Est, vont arriver en Israël. Et ces 35 000 personnes, ce sont des jeunes, ils sont pleins d'énergie, ils n'ont pas de responsabilité familiale, ils ont aussi des idéaux, des convictions sionistes, socialistes. Ils vont construire des kibbutz, beaucoup. Voilà, ils vont s'installer surtout dans des régions qui sont arides et très difficiles, comme dans toutes les régions de Emek Israël. Voilà, on est face à des populations qui sont extrêmement motivées, et dans ce mouvement, dans cette motivation, ils sont prêts à tout faire pour faire refleurir non seulement le désert, mais aussi toutes ces régions qui sont des régions où en fait des populations n'habitent pas depuis des générations, puisqu'il y a des maladies, la malaria, des marais, des zones marécageuses, des moustiques, tout ce qu'il faut pour ne pas nous plaire. Ces jeunes gens, ils vont y travailler. Aidés par des gens dont on a parlé dans une autre émission, mais comme Rothschild, qui vont acheter des terres, un petit peu plus tôt c'était, mais qui vont ils vont travailler la terre, ils vont essayer de faire de cette terre aride une terre où pousse le lait et le miel. Alors, les populations, les Anglais qui sont sur place vont permettre en fait à ces populations de se développer. Ils n'ont qu'un mandat, si je peux me permettre. Ce ne sont plus les Ottomans qui, eux, ça faisait partie en fait de l'Empire ottoman. Cette fois-ci, ils vont donner un petit peu plus de liberté aux populations, et ça va vraiment permettre à ces jeunes gens qui sont pétris de convictions sionistes de se développer et de
développer tout ce qui est autour. C'est à cette époque-là que va notamment se développer le premier mouvement de défense juive, la Haganah, contre notamment les populations arabes. Les Juifs considèrent que les Anglais ne les défendent pas assez contre les populations arabes sur place, qui les attaquent, qui attaquent leurs villages, leurs implantations, Alors la Haganah, kibbutz. c'est la continuité de la chômère dont on avait parlé la dernière fois. Exactement. Donc, c'est la continuité. Et puis on le verra, j'imagine, dans les prochains épisodes. On va être face à des grandes émeutes contre les populations juives. Et donc heureusement qu'on a ces formations comme la Haganah. Et puis on verra bien plus tard que la Haganah un jour, elle deviendra Tzahal, Tzva Haganah en Israël. 1948, ça n'est pas encore tout de suite. Voilà, alors je vous remercie Ève et puis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Immigration. Merci beaucoup Eliana. Au revoir. Au revoir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara, Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.